vous puissiez poser toutes les questions que vous avez à poser. Donc en fait, comme vous le savez, l'échinococose alvéolaire touche préférentiellement le foie, puisqu'on a une localisation hépatique dans 97% des cas. Les atteintes qui sont purement extra-hépatiques sont très rares, 3% des cas. Mais l'échinococose alvéolaire, elle progresse comme un cancer, comme une lésion néoplasique, et on peut donc avoir des lésions à distance, le plus souvent pulmonaires, dans 7 à 20% des cas, parfois cérébrales, et parfois touchant les tissus mous ou l'os, mais c'est plus rare. Alors comment fait-on le diagnostic de l'échinococose alvéolaire ? Eh bien, on distingue de manière un petit peu artificielle et arbitraire les cas possibles, les cas probables et les cas prouvés. Donc les cas possibles, ce sont les patients qui ont une histoire clinique et épidémiologique compatible et qui auront soit une imagerie qui évoque l'échino, soit une sérologie positive. Les cas probables, ce sont les patients qui ont et une imagerie et une sérologie positive. Et les cas prouvés, ce sont les patients pour lesquels on aura en plus ce qu'on appelle une preuve histologique, c'est-à-dire qu'ils auront eu une biopsie de la lésion qui montrera une atteinte parasitaire. Et sur cette biopsie, il y aura pu avoir également de fait une analyse à la recherche d'ADN du parasite, une analyse par PCR. Ce sont des analyses qui sont faites par Jenny, qui a dû vous faire la présentation précédente, et qui nous prouve qu'il y a du matériel parasitaire dans la lésion. Donc en fait, le trépied, c'est histoire clinique et épidémiologie compatible, le diagnostic radiologique et le diagnostic biologique. Donc en fait, l'histoire clinique et épidémiologique, c'est essentiellement un patient qui réside dans une zone d'endémie, en sachant que la zone d'endémie, elle s'étend de plus en plus et qu'on a des patients également qui résident dans des zones non endémiques. Et la clinique, eh bien, la majorité de nos patients maintenant sont diagnostiqués à une phase asymptomatique. Le plus souvent, ils ont une échographie, un examen radiologique pour d'autres symptômes, et c'est cet examen radiologique qui va nous conduire à évoquer le diagnostic. Néanmoins, les manifestations cliniques les plus fréquentes, c'est une gêne ou une pesanteur de l'hypocondre droit, voire des douleurs abdominales, et à une phase de complication, on peut avoir une hépatomégalie, c'est-à-dire un gros foie. Un ictère, c'est le fait d'avoir un aspect jaune de la peau, c'est la jaunisse. Donc dans ces contextes-là, eh bien, on va réaliser des examens radiologiques. L'examen de dépistage, en général, c'est l'échographie. Mais pour faire le diagnostic d'échinococose, c'est surtout l'IRM qui a un aspect assez pathognomonique. Et puis, devant une imagerie évocatrice, eh bien, on va faire la sérologie qui va nous permettre de confirmer le diagnostic. Dans les rares cas où on a un doute, ou lorsqu'on a une atteinte hépatique et éventuellement des localisations autres, et que pour ces localisations autres, on n'est pas sûr que ce soit de l'échino, on peut être amené à faire une biopsie des lésions, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une analyse par biologie moléculaire. Alors, l'échinococose dans le foie, c'est pas sous la forme d'un verre. Le verre, il est dans l'intestin, c'est sous la forme de petites vésicules qui sont représentées sur la droite de l'écran. Et à la différence de l'échinococose kystique, ces petites vésicules, elles sont entourées d'une membrane qui est très très mince, et du coup, ça favorise la multiplication de bourgeons, et ça fait plein de vésicules qui vont aller dans tous les sens et dans toutes les directions, et qui vont infiltrer le foie. Ça explique pourquoi on pense l'échinococose alvéolaire comme une maladie qui infiltre le foie, et donc ça doit être pensé comme une maladie, un peu comme un cancer en fait, hein, comme une lésion maligne, ce qui explique à la fois son extension dans le foie et les possibilités d'extension au niveau des organes de voisinage, voire à distance. Et le rôle du radiologue, il est vraiment capital dans la prise en charge de l'échinococose alvéolaire. Il faut vraiment souligner l'importance de l'équipe pluridisciplinaire et des radiologues, parce qu'ils nous permettent d'une part de faire le diagnostic positif, ils nous permettent de faire le bilan d'extension de la maladie, ils évaluent en collaboration avec les médecins nucléaristes l'activité parasitaire,
Ils permettent avec le chirurgien de faire le bilan d'opérabilité. Et puis, grâce à des techniques radiologiques interventionnelles, ils peuvent également prendre en charge des complications de l'échinococose alvéolaire. Donc en fait, même si c'est l'écho qui va être souvent l'examen de débrouillage, elle ne permet pas d'affirmer toujours le diagnostic. On aura besoin d'une imagerie qu'on dit en coupe. Et dans les imageries en coupe, c'est l'IRM qui donne les meilleures informations parce qu'elle permet de mettre en évidence dans des séquences particulières de l'IRM qu'on appelle les séquences T2, en fait, des microkystes. Et ces microkystes, c'est vraiment un élément clé du diagnostic. L'autre signe important, c'est que la lésion d'échinococose alvéolaire, elle est peu ou pas vascularisée. Et sur les techniques de scanner IRM où on va injecter un produit de contraste, elle ne va pas se rehausser lorsque l'on va injecter le produit de contraste. Autre élément important pour le diagnostic, et ça se voit à l'écho et au scanner, c'est la mise en évidence de calcification au sein des lésions d'échinococose. Donc il y a une classification qui est utilisée pour décrire un petit peu les différents aspects d'échinococose. C'est la classification de Kodama. Et la plupart des lésions qu'on rencontre, elles sont Kodama 2 ou 3 au moment du diagnostic. Donc en fait, vous voyez que la lésion Kodama 2, il y a les petits microkystes qui apparaissent blancs, et ce qui apparaît noir, c'est le reste de la lésion, c'est une partie plus tissulaire de la lésion. Et la Kodama 3, c'est pareil, on a les petits microkystes qui sont ils forment un front périphérique, puis il y a une forme tissulaire, et il y a une zone centrale qui est en fait une zone de nécrose, puisque comme la lésion est mal vascularisée, quand elle grossit beaucoup, la zone centrale se nécrose et ça forme des cavités qui peuvent se surinfecter, qui peuvent s'abséder. Donc là, c'est pour bien vous montrer cette corrélation entre l'aspect des lésions et l'aspect à la radiologie. Vous voyez cet aspect en pain brioché avec ces petites lésions kystiques, eh bien on les retrouve sur l'image de l'IRM, et c'est vraiment quelque chose qui nous est très utile pour évoquer une échinococose alvéolaire. Cette fois-ci, c'est le scanner, et le scanner, lui, ce qu'il nous montre surtout pour le diagnostic, c'est la présence de calcifications qui sont ces lésions, qui sont ces points blancs hyperdenses qui apparaissent au sein des lésions d'échinococose. Alors encore une fois, vous avez le scanner sur votre gauche et l'IRM sur la droite. Là, c'est une lésion qui est Kodama 3. Je vais peut-être monter pour vous montrer. Donc, sur le scanner, vous avez cette volumineuse lésion qui est là, et les petits points blancs qui sont là, qui sont les calcifications. Et sur l'IRM, on a l'aspect microkystique qui est périphérique et la cavité nécrotique centrale. Et vous voyez que ce sont des lésions le plus souvent, même si on a l'impression qu'on fait des diagnostics plus précoces et plus fréquents, on a quand même régulièrement des diagnostics à des phases tardives. On a assez peu des lésions de petite taille finalement au diagnostic. Alors devant ces lésions, eh bien, on va confirmer le diagnostic par la sérologie. Donc c'est un petit peu technique, mais pour faire le diagnostic, il est recommandé de faire 2 techniques de dépistage. Il y en a une qui s'appelle l'hémagglutination et la seconde, c'est un test ELISA. Ces tests ELISA, certains sont non spécifiques d'espèces. Il y a 2 échinococoses, l'échinococcose kystique et alvéolaire. Et lorsqu'on utilise, et c'est souvent le cas dans les laboratoires de ville, l'ELISA, eh bien, ils font souvent des antigènes hétérologues qui ne sont pas spécifiques de l'échinococose alvéolaire. C'est pour ça que souvent on préfère que la sérologie elle soit faite sur le CHU, où on utilise des antigènes qui sont plus spécifiques de l'échinococose kystique et des antigènes qui sont spécifiques de l'alvéolaire. C'est le M2, le M18 et le M2+. Donc en fait, sur le CHU, on utilise le M2 quand on est à la phase pour le diagnostic, et chez les patients en suivi,
on utilise le M18 parce qu'on pense que c'est un marqueur de viabilité parasitaire et le fait de le voir diminuer, c'est en faveur d'un bon contrôle de la maladie. Et là, on est aux phases de diagnostic. Donc, si nos techniques de dépistage sont positives, on va confirmer le diagnostic par une autre technique de confirmation. C'est l'immuno-empreinte ou Western blot qui va mettre en évidence des bandes spécifiques de l'échinococcose alvéolaire et qui va nous permettre de confirmer formellement le diagnostic. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge l'échinococcose alvéolaire ? Eh bien, on va faire, une fois le diagnostic posé, il faut faire un bilan d'extension. On va rechercher d'éventuelles complications. Il peut parfois avoir une atteinte des vaisseaux qui peut conduire au développement de ce qu'on appelle une hypertension portale qui va donner une grosse rate et des varices œsophagiennes et il faut les dépister pour les traiter. On va faire un bilan d'opérabilité puisque le traitement curatif repose sur la chirurgie. Une première imagerie fonctionnelle qui est le PET scan qui joue un rôle pour évaluer l'activité de la maladie et on propose également un dépistage familial puisqu'on pense que les gens qui sont contractés l'échinococcose alvéolaire, eh bien, leur entourage a probablement été exposé aux mêmes facteurs de risque. Alors les recommandations thérapeutiques, c'est une prise en charge qui va être globale, pluridisciplinaire, au mieux par un centre régional ou national référent, et dans tous les cas, on aura besoin du traitement médicamenteux antiparasitaire. C'est une classe de médicaments qui s'appelle les benzimidazolés, donc c'est abrégé ici sous la forme BZM. Le traitement, quand c'est possible, repose sur la résection chirurgicale à visée curative, c'est-à-dire une résection complète de la lésion d'échinococcose alvéolaire. Lorsque ce n'est pas possible, eh bien on essaye le traitement médical et on essaye de mettre à l'abri les patients des complications à l'aide de techniques interventionnelles qui sont des techniques radiologiques ou endoscopiques. Et dans de très très rares cas, on va proposer la transplantation hépatique. Donc on m'avait demandé de vous parler du traitement médical. Donc à une certaine époque, il s'agissait d'un traitement qui était donné en séquentiel, 4 semaines avec une semaine d'arrêt. Maintenant, on préconise un traitement qui est continu. Il faut toujours prendre le médicament avec l'alimentation, notamment des corps gras, parce que l'absorption du médicament est mauvaise. Il faut, chez la femme en âge de procréer, une contraception efficace. Et c'est un médicament qui est délivré par les pharmacies hospitalières, ce qui pose quand même, pour beaucoup d'entre vous, des soucis. Il va être considéré comme un traitement à vie chez les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie à visée curative et il va être poursuivi 2 ans après la chirurgie en cas de chirurgie curative. Donc le médicament qui est autorisé en France, c'est l'escazole et du coup la posologie moyenne c'est un comprimé matin et soir, mais cette posologie elle peut varier en fonction des patients. En cas d'intolérance à l'escazole, on a une autre alternative qui s'appelle le Vermox. Il faut en faire la demande à l'agence du médicament. Et son absorption est encore plus faible. Et donc, en fait, l'efficacité est considérée comme la même, mais au prix de la prise souvent de 9 comprimés par jour. C'est 3 comprimés matin, midi et soir. Et du coup, c'est assez contraignant également. Alors, comme je vous l'ai dit, l'absorption n'est pas bonne. On en absorbe 1 à 5%. On l'absorbe mieux, c'est avec un repas riche en graisse. Et puis, lorsque le médicament est absorbé, il est d'emblée, lors du premier passage hépatique, métabolisé par le foie en un produit qui est en fait la substance active qu'on appelle l'albendazole sulfoxide. Et puis, après, il va être métabolisé via des cytochromes. Les cytochromes, c'est des enzymes qui vont modifier le médicament et qui vont permettre après de l'éliminer. Ces enzymes, elles métabolisent plein de médicaments différents et donc quand on prend d'autres médicaments avec le traitement antiparasitaire, il peut y avoir une compétition dans l'élimination ou les transformations des médicaments par ces enzymes et donc ça peut modifier les taux efficaces ou alors l'élimination du médicament. Alors, cette élimination pour l'albendazole, elle est essentiellement par voie biliaire.
Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir doser le médicament pour être sûr de vous donner une dose qui soit dans la fourchette thérapeutique, ni trop élevée, ni trop faible. Et quand on parlait des interactions, il y a notamment la consommation de tabac et de cannabis qui peut induire des sous-dosages en médicaments parce que ça va augmenter le métabolisme, l'élimination du médicament. A l'inverse, avec la réglisse et le jus de pamplemousse, il y a un risque de surdosage. Et lorsque on a une cirrhose ou une obstruction biliaire, eh bien, si la bile ne s'écoule pas, le médicament ne sera pas éliminé. Et donc là aussi, on a un risque de surdosage. Alors, en général, c'est un médicament qui est bien toléré. Il peut y avoir des céphalées, des vertiges, des troubles gastro-intestinaux en début de traitement. Parfois de la fièvre en début de traitement. J'ai vu ça chez une patiente. L'alopécie, c'est jamais une alopécie complète, c'est simplement l'impression qu'on perd un peu plus les cheveux. Et c'est souvent ça un signe de surdosage. Et ça, du coup, ça s'améliore lorsqu'on remet une dose correcte du médicament. Après, neutropénie, c'est une baisse des globules blancs. Et élévation des transaminases, c'est une hépatite. On a malheureusement un risque d'hépatite avec ces médicaments-là. Donc la surveillance, on s'assure avant l'introduction du traitement chez la femme en âge de procréer de l'absence de grossesse et on surveille essentiellement la numération pour les globules blancs et le bilan hépatique. Et ce qui est très important pour nous, pour être sûr que les patients soient à la bonne dose, c'est de faire ce dosage. Donc on en fait un quand on peut résiduel juste avant la prise, mais celui qui est le plus fiable, c'est celui qui est 4 heures après la prise. Alors les techniques interventionnelles, en fait, il y a une époque où les patients non opérables, on faisait des chirurgies de réduction du volume tumoral. Et en fait, avec le développement des techniques interventionnelles, on a abandonné un petit peu ces chirurgies-là. Alors, dans les techniques interventionnelles, il y a les techniques radiologiques où on faisait des drainages biliaires à travers la peau. Ça se fait presque plus parce que maintenant, pour drainer la bile, on a les techniques endoscopiques. Mais le radiologue nous aide encore lorsqu'il y a ces collections qui sont surinfectées, qui sont abcédées, où on peut être amené à mettre un petit cathéter, un petit tuyau à l'intérieur des lésions pour vider la lésion en association en fait, avec un traitement antibiotique, parce qu'on fait ça en général quand la lésion elle est surinfectée, qu'il y a un microbe en plus du parasite. La technique endoscopique, elle est utilisée en fait quand l'échinococose alvéolaire comprime les voies biliaires et empêche la bile de s'écouler. Donc l'examen, ça s'appelle une CPRE, cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique. En fait, sous anesthésie générale, à l'aide d'un endoscope, on va aller face à la voie biliaire, on va cathétériser cette voie biliaire, ça veut dire qu'on va aller dans la voie biliaire, et le gastro-entérologue va mettre des prothèses, va mettre des petits tuyaux pour permettre à la bile de s'écouler. Donc il va mettre le petit tuyau au-dessus de la sténose provoquée par l'échinococose, au-dessus et en dessous, de façon à ce que la bile puisse s'écouler. Donc souvent, dans l'échinococose alvéolaire, il y a beaucoup de débris, donc il faut d'abord que le gastro-entérologue lave longtemps les voies biliaires pour bien évacuer tout ce qu'il y a. Et après, en général, à la différence d'autres pathologies où on met une grosse prothèse, là, il va mettre plusieurs petites prothèses en fagot, côte à côte. Ces prothèses, on les retire au bout de 4 à 6 mois et on les remet, on les change parce qu'elles peuvent se boucher. Donc c'est une technique efficace. Par contre, il y a plus souvent de complications de cette technique-là dans le contexte d'échinococose par rapport aux autres indications. On le fait parfois pour des lithiases, pour des cancers. Il y a un risque accru d'infection, donc on encadre toujours le geste par des antibiotiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça nécessite des procédures répétées, puisque tous les 6 mois, on va enlever les prothèses et on va en mettre de nouvelles jusqu'à ce que la sténose soit calibrée. Alors, rapidement, une alternative thérapeutique qu'on utilise assez peu, mais on pourrait détruire les lésions d'échinococose par micro-ondes. Donc, en fait, on va piquer dans la lésion, on passe un courant électrique qui va chauffer et ça va détruire la lésion par la chaleur. Donc, ça, ce sont des études chinoises, vous voyez, sur un nombre
il y avait 45 patients. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul. Nous, généralement, ça pourrait s'appliquer aux petites lésions, et souvent, on a rarement des petites lésions, mais on peut imaginer un patient avec une grosse lésion du foie gauche et puis une petite lésion du foie droit, où on pourrait opérer son foie gauche et détruire la lésion du foie droit par micro-ondes. Néanmoins, vous voyez, dans cette étude, il y avait quand même 13% de récidives avec un suivi qui était d'à peine 2 ans. Donc voilà, c'est à étudier, à voir, mais ça pourrait être une technique non invasive, entre guillemets, moins invasive pour détruire des petites lésions. Alors, comment savoir si notre traitement fonctionne? Eh bien, on a la sérologie dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'index EM18, l'absence d'hyperfixation au PET scan au temps tardif. Le PET scan, ça permet de voir en fait l'activité inflammatoire au pourtour de la lésion. Et on pense que s'il n'y a plus d'activité inflammatoire au pourtour de la lésion, si le système immunitaire se désintéresse de la lésion, c'est qu'elle est possiblement inactive. Et chez les patients qui n'ont pas été opérés, donc qui ont toujours une lésion en place, le fait qu'il n'y ait plus de microkyste hyper T2 sur l'IRM. Donc chez quelqu'un qui n'est pas opéré, si on a tous ces marqueurs, on peut discuter de manière collégiale à notre réunion de concertation sur l'échino, d'essayer d'arrêter le traitement sous surveillance stricte. Après, chez les patients qui ont été opérés à visée curative, eh bien, on veut qu'ils aient eu 2 ans de traitement et négativer leur index EM18, qu'il n'y ait pas d'hyperfixation et que sur l'IRM, on ne voit pas bien sûr d'apparition de nouvelles lésions. Mais ce sont nos critères d'arrêt de traitement, et c'est parce que c'est les critères, c'est un faisceau d'arguments, c'est ces critères qui nous permettent de penser que les choses sont correctement contrôlées. Voilà, donc en conclusion, c'est un suivi en centre spécialisé avec une approche pluridisciplinaire. Pour les formes opérables, c'est une chirurgie par une équipe entraînée avec des marges de sécurité lorsque c'est possible, c'est pas toujours possible, avec un traitement médical pendant 2 ans et un suivi au moins 10 ans après l'arrêt du traitement médical. Et pour les formes non opérables, on part sur un traitement au long cours, un traitement des complications par les stènes biliaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on associe souvent à un médicament qui s'appelle le Colurso ou Délursan. C'est de l'acide urso-désoxycholique, ça permet un petit peu de fluidifier la bile. Lorsqu'il y a des varices œsophagiennes, on donne des médicaments qui sont les bêta-bloquants, voire on peut ligaturer ces varices. Et lorsqu'il y a un abcès, on va discuter éventuellement d'un drainage. C'est un suivi à vie. Et l'arrêt du traitement se fera au cas par cas sur les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Voilà. Le suivi repose sur l'IRM, surtout, le PET scan, la sérologie et les dosages du médicament. Voilà. Je vous remercie.